Tout le monde le prenait pour un orphelin ordinaire, mais il finit par sauver un vampire incroyablement puissant et en devient le maître. Mihiru a perdu sa mère très jeune. Comme si le fardeau de perdre son unique parent n'était pas déjà trop lourd pour ses petites épaules, il entendait ses proches murmurer sur qui allait s'occuper d'un orphelin comme lui maintenant. Mihiru sentait qu'il serait dévoré par sa solitude après son deuil. Mais soudain, son oncle s'est proposé pour l'accueillir. Il a posé une main sur la tête du garçon, lui disant que puisqu'ils sont de la famille, c'est simple, qu'il devait le prendre chez lui. Mahiru est maintenant lycéen et faire des choses logiques et simples est sa philosophie de vie. Tout comme son oncle, il n'attend pas que quelqu'un vienne faire les choses, mais prend l'initiative et les fait lui-même. Un jour, il trouve un chat blessé dans la rue, le ramène chez lui, le soigne et décide de l'adopter. Il nomme le chat noir, endormi Kuro, ignorant qu'il y a quelque chose de sombre et de sinistre à son sujet. Le lendemain, sur le chemin du retour, ses amis lui racontent les rumeurs sur des vampires actifs près de la gare et comment 10 personnes ont déjà été vidées de leur sang. Mahiru ne croit pas ces rumeurs et rentre chez lui, mais à son grand choc, la télévision est allumée. Il entre sur la pointe des pieds et trouve un gars émo à l'allure chic avec de sérieuses cernes qui s'est installé confortablement chez lui. Mihiru panique et lui demande qui il est et comment diable il est entré chez lui. Il attaque l'intrus avec un balai, mais le garçon émo est trop rapide et l'esquive facilement. Cependant, alors que Mihiru est sur le point de l'attaquer une seconde fois, il déplace par erreur les rideaux et laisse entrer la lumière du soleil. Dès que la lumière du soleil frappe l'intrus, il se transforme soudainement en chat noir Kuro. Mihiru est déconcerté par ce tournant inattendu des événements et dès qu'il ferme les rideaux, le chat redevient humain. Il demande qui diable il est et le garçon répond qu'il est juste un vampire reclus au grand cœur. Mihiru panique en réalisant que ses amis avaient raison, alors il essaie de jeter le vampire au soleil. Mihiru l'accuse d'avoir attaqué des gens près de la gare, mais le vampire émo paresseux répond qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Mihiru essaie toujours de comprendre quand le vampire lui demande de ne pas prononcer son nom tant qu'il est sous forme humaine. Mihiru demande ce qui se passera s'il l'appelle Kuro, et soudain, des cercles se forment autour de son poignet et du cou de Kuro. Un autre cercle d'énergie se forme au sol, et à mesure qu'il se disperse, les cercles se contractent, puis disparaissent. Kuro est déprimé et déjà lassé de tout ça, mais Mihiru le secoue pour qu'il explique ce qui vient de se passer. Le vampire paresseux lui dit qu'il appartient à un type spécial de vampire lié à leur maître. Kuro explique que ce qui vient de se passer était un contrat temporaire et qu'il sera annulé s'il ne boit pas le sang de Mihiru dans les 24 heures. C'est une bonne nouvelle pour Mihiru et il jette Kuro hors de la maison pour éviter toute complication. Cependant, alors qu'il entre, une corde d'énergie le ramène vers Kuro qui explique qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre à cause du contrat. Mihiru n'a pas d'autre choix que de le reprendre, bien qu'aucun d'eux ne soit satisfait de cet arrangement. Quelques instants plus tard, il décide de rencontrer ses amis et emmène Kuro avec lui pour leur dire que le chat qu'il a est un vampire. Ses amis pensent qu'il est trop fatigué et l'un d'eux lui donne le numéro de son psychiatre. Alors que Mihiru se demande comment les convaincre, il remarque une ombre sombre et menaçante dans un miroir, puis soudain, un magicien de rue apparaît devant son groupe. L'un des amis de Mihiru l'ignore et commence à s'éloigner, mais le magicien l'arrête et lui mord soudainement l'épaule, laissant le sang couler partout. Tout le monde s'enfuit de la scène tandis que le magicien grimpe sur un poteau élevé et révèle qu'il est un vampire nommé Belkia. Il sait que Mihiru a recueilli un chat vampire noir et le défie en duel. Alors que Belkia danse, Kuro l'attaque soudainement avec un coup de pied surprise. Mihiru lui demande d'expliquer ce qui se passe, mais Kuro dit qu'ils doivent s'enfuir car il ne veut pas être dérangé par le combat contre le vampire. Mihiru n'est pas content d'entendre ça et il dit à Kuro de s'échapper seul pendant qu'il retourne aider ses amis. Belkia est sur le point de les attaquer à nouveau quand Mihiru lui saute dessus et lui attrape la tête de toutes ses forces. Belkia se moque de ses tentatives futiles et l'attaque ensuite avec une épée, mais Kuro intervient et sauve Mihiru en subissant l'attaque lui-même. Il jette Mihiru et le vampire au loin et retire l'épée de sa poitrine. Il affirme n'avoir bu aucun sang depuis 100 ans, il est donc trop faible pour vaincre Belkia maintenant. Mihiru lui enfonce soudainement la main dans la bouche, lui disant de boire son sang. Alors que Kuro lèche le sang qui coule de sa bouche, le contrat temporaire entre eux devient permanent. Un collier apparaît autour du cou de Kuro, relié à une chaîne au poignet de Mihiru. Le vampire Emo reçoit un énorme regain de puissance et accepte Mihiru comme son nouveau maître. Il devient son vampire serviteur ou servant, en abrégé. Mihiru lui ordonne de vaincre le vampire maléfique et Kuro obéit. Il crée une rafale de vent juste en balançant ses griffes et en l'envoyant vers Belkia avant de charger vers lui et de l'achever d'un seul coup net. Kuro ramasse alors Belkia blessé et essaie de boire son sang quand Mihiru tire soudainement sur sa chaîne, lui disant que c'est assez. Belkia les maudit puis remet son chapeau, se transformant soudainement en poupée.
Mihiru le ramasse et demande à Belkia pourquoi il essayait de tuer Kuro. Il répond que c'était un ordre de son maître, Tsubaki, et Kuro affirme qu'il ne connaît même pas ce salaud. Belkia lui dit que personne ne connaît Tsubaki, et c'est pourquoi il veut tuer tous ceux qui ne le connaissent donc pas. Soudain, la chaîne reliant Mihiru et Kuro disparaît, et ils tombent tous les deux au sol à cause de l'épuisement. Quand Mihiru ouvre les yeux, il se retrouve dans sa chambre, avec Kuro dormant paisiblement sur son petit lit. Il court immédiatement à l'école, inquiet pour son ami blessé, mais à sa surprise, il va parfaitement bien. De plus, il affirme que la police lui a dit qu'il avait eu un accident de voiture, mais il ne se souvient pas de grand-chose. Ni l'ami blessé ni le témoin ne se souviennent d'avoir rencontré Mairo au marché ou de leur rencontre avec le vampire magicien de rue. Mairo pense que quelque chose est étrange et en rentrant chez lui, il demande à Kuro s'il a une idée de Belkia ou de son maître Tsubaki. Soudain, il commence à pleuvoir sans aucun nuage de pluie dans le ciel et Mairo se retrouve dans une étrange dimension. Soudain, un garçon dérangé, cosplayer Daizen de Bleach, arrive et se met à rire de Mihiru de nulle part. L'instant d'après, il scelle le sac de Mihiru sans le prévenir et en sort Belkia. Belkia appelle le garçon Tsubaki et Mihiru panique, réalisant qu'il fait face à un ennemi dangereux. Tsubaki se dirige immédiatement vers lui, prend Kuro et le jette de côté, le forçant à se transformer en sa forme humaine. Tsubaki appelle son frère aîné et quand Mihiru demande à Kuro s'il dit la vérité, Kuro lui dit clairement qu'il n'a jamais vu ce garçon fou auparavant. Tsubaki se remet à rire, le traitant de cruel de ne pas le connaître. Il révèle ensuite qu'il existe 7 vampires originaux qui peuvent former un contrat avec les humains et devenir des serviteurs. Ils sont tous frères et sœurs basés sur les 7 péchés et Kuro est le serviteur de la paresse qui est le frère aîné. Tsubaki dit qu'il y a un autre vrai vampire, qui est lui, le serviteur de la mélancolie, le plus jeune des 7 frères et sœurs, mais personne ne l'accepte. Mihiru est de plus en plus confus, mais Tsubaki se transforme alors en renard noir et saute sur son épaule pour embêter Kuro. Mihiru l'arrête pour lui demander si c'est lui qui a envoyé Belkia les attaquer hier, et Tsubaki affirme, disant qu'il aime tuer les gens et les vampires. Il donne ensuite soudainement un coup de pied à Kuro avant que des pétales de fleurs rouges ne tombent de sa manche, prenant la forme d'une épée. Il attaque Kuro avec une épée et celui-ci la bloque avec ses griffes sombres. Mihiru demande à Kuro de boire son sang pour un regain d'énergie instantané, mais il refuse, même lorsque Tsubaki le jette à terre et le piétine. Tsubaki le repousse avant de ramasser Mihiru et de lui dire qu'il a déclaré la guerre à tous les vampires parce que c'est amusant. Mihiru réalise qu'il est malade mentalement et a vraiment besoin d'un psychiatre car il ne comprend rien de ce qu'on lui dit. Il se souvient d'un moment de son passé où il faisait encore face à la mort de sa mère et même si tout le monde était gentil avec lui, il ne pouvait pas se sentir à l'aise. Cette fois-là, son oncle lui avait dit de nommer ses sentiments et de les affronter car c'était la seule façon de résoudre la situation. Alors maintenant, Mihiru dit la même chose à Tsubaki. Il déclare qu'il lui donnera du sang et un nom faisant de lui son serviteur, puis l'empêchera de mener une guerre contre d'autres vampires. Tsubaki se moque de lui et dit qu'il mourra avant cela. Il balance son épée sur Mihiru et Kuro se précipite pour lui sauver la vie. Juste avant que Tsubaki ne puisse les frapper, ils disparaissent et il s'en va, pensant que Mihiru est un garçon intéressant. Pendant ce temps, Mihiru apprend de Kuro qu'un autre servant les a sauvés à l'instant. Soudain, une paire de jumeaux arrive et déclare que leur maître veut voir Mihiru et son serviteur. Kuro ne veut pas y aller, alors il se transforme en chat, mais un garçon riche assis sur son trône arrive alors et dit à Mihiru qu'il n'a pas d'autre choix que de le suivre. Alors il monte dans sa limousine et le garçon se présente comme Misono, le maître du servant de la luxure. Ils arrivent bientôt chez Misono et un papillon posé sur sa tête s'avère être un serviteur. Misono frappe le serviteur à la tête avant de le présenter comme Snow, puis conduit ses invités à l'intérieur. Une fois qu'ils atteignent une pièce fermée, ils révèlent leur véritable intention. Snow redevient un papillon et suce le sang de Misono pour invoquer sa faux de la mort et libérer toute sa puissance. L'attitude de Misono change soudainement et il traite Mihiru d'idiot incompétent qui ne sait même pas comment utiliser correctement son serviteur. Il lui dit de devenir son serviteur, mais quand Mihiru refuse, il envoie Snow les attaquer. Ils esquivent à peine sa première attaque et Mihiru demande à Misono pourquoi diable il fait ça. Le garçon riche refuse d'expliquer quoi que ce soit à un roturier comme lui et cela énerve Mihiru. Il prend Kuro et sort par la porte d'entrée, disant à Misono qu'il ne veut pas parler avec des sales gosses riches et arrogants comme lui. Cependant, une fois sorti du bâtiment, Mihiru se rend compte qu'il est perdu. Soudain, il aperçoit des centaines d'enfants le fixant étrangement depuis les fenêtres et Snow apparaît juste derrière lui pour expliquer qu'ils sont ses sbires qu'il a créés pour exécuter ses ordres. Snow déclare que dans sa guerre contre les vampires, Tsubaki et ses laquais ciblent d'abord les sbires faibles. Misono arrive bientôt, haletant, juste parce qu'il a descendu un escalier. Il affirme qu'il ne veut pas utiliser les sbires comme des pièces d'échecs qu'il peut sacrifier pour rester en sécurité, et c'est pourquoi il veut plus de pouvoir pour les protéger.
Il dit à Mihiru que s'il n'a pas la détermination de devenir le maître d'un serviteur, il devrait plutôt devenir son subordonné. Mihiru comprend enfin sa position et dit à Misono qu'il l'aidera à protéger ses enfants et ceux de Snow, non pas en tant que serviteur mais en tant qu'ami. Misono accepte et lui demande ensuite s'il compte affronter Tsubaki à main nue. Il explique que tous les maîtres peuvent utiliser une arme de contrat en utilisant le pouvoir de leur serviteur et décide d'enseigner à Mihiru comment la manier. Peu après, Mihiru rentre chez lui avec son meilleur ami Sakuya. Alors qu'il rentre, Mihiru ressent une présence alarmante derrière lui, mais ne trouve rien en se retournant. Sakuya le taquine en disant que c'est un vampire et lui demande ensuite s'il a vu quelque chose d'inhabituel dernièrement. Mihiru ne peut pas lui parler de Kuro le vampire, alors il lui demande de l'appeler immédiatement si quelque chose d'étrange lui arrive. Sakuya le trouve bizarre et rentre chez lui en courant. Le lendemain, Mihiru rend visite à Misono pour apprendre comment obtenir une arme pour protéger ses amis de toute menace. Kuro lui dit de fermer les yeux s'il veut une arme, et quand Mihiru le fait, il se retrouve dans un endroit sombre à l'intérieur de l'esprit de Kuro. Il voit un chat effrayant qui prétend faire partie de Kuro et être en charge du pouvoir de son maître. Il conduit Mihiru à un tas de cadeaux et lui demande d'en choisir un avec soin, car il ne pourra pas le retourner ou l'échanger plus tard. Mihiru sélectionne la boîte cadeau la plus simple pour être cohérent avec sa philosophie. Il se transforme en balai magique et il se retrouve dans le salon de Misono l'instant d'après. Le balai tourne autour de Mahiru puis devient un tatouage sur son poignet et il se demande s'il peut vraiment se battre avec. Mihiru essaie d'invoquer son balai pour l'aider à se battre, mais il ne sort pas. Snow lui dit d'imaginer son objectif car cela facilitera l'invocation du balai et Mahiru pense immédiatement à ses amis. Il les considère comme sa famille et dit à Misono qu'il les lui présentera un jour aussi. Quelques jours passent après cela, les Mihiru et ses amis s'inquiètent d'eau pour Sakuya, qui n'est pas venu à l'école ces derniers jours. Mihiru décide de lui rendre visite après l'école et lui prend aussi des déjeuners emballés. Il raconte à Kuro comment lui et Sakuya sont meilleurs amis depuis l'école primaire, mais soudain sa mémoire commence à bugger. Il oublie l'adresse de Sakuya et se demande s'il est déjà allé chez lui. Il perd tous ses souvenirs de Sakuya à une vitesse rapide quand soudain, le vrai Sakuya apparaît derrière lui et le surprend. Alors que Mihiru lui demande pourquoi diable il a séché l'école dernièrement, Kuro regarde le garçon avec suspicion. Sakuya explique qu'il a été attaqué ici il y a quelques jours et bien qu'il ait été sauvé, il a eu peur de quitter la maison depuis. Soudain, ils entendent un cri au loin et Sakuya attrape la main de Mihiru alors qu'il le conduit à travers des ruelles vers un espace ouvert. Avant que Mihiru ne puisse même lui demander ce qui s'est passé, lui et Kuro sont soudainement ligotés par des cordes d'acier quelques instants avant que deux épées ne manquent de peu Kuro. Belkia se tient au sommet d'un bâtiment et il saute juste à côté de Sakuya. Sakuya perd alors la tête en criant sur Mahiru d'être venu ici malgré l'avertissement qu'il y a des vampires dans cette zone. Ce n'est qu'après cela que Kuro réalise que Sakuya est en fait le sbire de Tsubaki. Sakuya dit à Mahiru de penser à son passé et au moment qu'ils ont passé ensemble pour lui faire réaliser qu'il n'est dans aucun de ses souvenirs d'enfance. Il sort des couteaux demandant à Mihiru de découvrir combien de ses souvenirs avec lui sont réels et combien sont faux. Sakuya attaque Mihiru, mais Kuro se protège en subissant les dégâts lui-même. Belkia attaque Nex et poignarde Kuro avec ses épées. Mihiru n'arrive pas à croire que son meilleur ami est un vampire et Sakuya dit qu'il souhaiterait ne pas en être un. Sakuya dit qu'il lui faisait confiance mais qu'il a ensuite commis l'erreur de lui mentir en disant que Kuro était un chat ordinaire. Il est presque sur le point de pleurer en disant à Mihiru que s'il n'avait pas fait ça, ils seraient toujours amis. Mihiru veut se sortir de ce pétrin avec l'aide de ses serviteurs, mais Kuro refuse de boire son sang. Il lui dit que les servants se nourrissent de la détermination de leur maître mélangée au sang, mais comme il manque de détermination, il n'obtiendra aucun pouvoir même s'il boit son sang maintenant. Mahiru se sent impuissant car il ne sait pas quoi faire, mais soudain, les cordes qui le lient sont coupées et Misono et Snow font leur apparition. Snow attaque Belkia tandis que Misono décide d'affronter Sakuya pour sauver Mihiru, qui est son premier ami. Sakuya pense qu'un gosse de riche arrogant comme lui ne peut rien faire et dit à Belkia de l'attaquer en premier. Cependant, juste au moment où Belkia se trouve en ligne droite entre Misono et son vampire, son arme spéciale s'active. Belkia est complètement paralysé alors qu'il est assis sur une chaise d'exécution, puis Snow le transperce détruisant son esprit. Misono dit alors à Sakuya que c'est dommage qu'ils doivent se battre car Mihiru voulait les présenter bientôt. L'attitude de Sakuya change soudainement et il commence à agir comme s'il voulait aussi être ami avec Mihiru et Misono. Cela fait baisser la garde de Misono et annule sa chaîne avec Snow. Juste à ce moment-là, Belkia, qui est maintenant contrôlée par des cordes, attaque Snow et lui coupe la jambe. Pendant ce temps, Sakuya attaque Misono avec ses couteaux et lui inflige de sérieux dégâts. Il met ensuite son couteau autour de Mihiru, lui disant qu'il a toujours voulu le tuer, lui et ses amis, même quand il s'amusait, parce que c'est juste comme ça qu'il a été créé. Il jette Mihiru au sol et dit qu'il va tuer tous ses amis maintenant, mais soudain, le fantôme d'une fille apparaît derrière Sakuya et l'arrête.
Elle murmure s'il veut blesser les autres comme il a été blessé, et toute son attention se détourne soudainement de Mahiru. Kuro est également rétabli maintenant et il dit à Mahiru qu'ils ne peuvent pas se battre dans son état actuel, alors ils doivent fuir. Cependant, Mahiru refuse de le faire et s'avance pour arrêter Sakuya. Il invoque son balai et le frappe de toutes ses forces, lui infligeant une blessure qui ne cesse de saigner. Mahiru a soudain l'impression de ne plus contrôler l'arme et Sakuya lui demande alors de le tuer. La confiance de Mihiru vacille et son balai se transforme en un nuage d'énergie volatile. Il perd la tête, se demandant ce qu'il fait maintenant. Il sent que son arme le pousse à tuer son meilleur ami, et il sait que s'il fait ça, il ne restera pas humain. Malgré ce sentiment déchirant, Mihiru ne peut pas se contrôler alors qu'il charge Sakuya et le frappe à nouveau. Il se demande si c'est le pouvoir qu'il voulait utiliser pour protéger ses amis. Mihiru continue de frapper Sakuya avec son balai et l'envoie ensuite s'écraser contre une clôture. Alors que Sakuya le regarde avec un sourire, il espère que c'est la fin de sa triste double vie. D'autre part, les émotions négatives de Mihiru, comme la culpabilité et le regret, affluent dans l'esprit de Kuro. Alors il se jette sur Mihiru et lui mord le cou pour sucer son sang. La chaîne qui les relie apparaît une fois de plus. Puis soudain, Kuro libère sa capacité cachée. L'obscurité jaillit de son dos et prend la forme d'un chat géant effrayant. Le chat vomit un liquide noir de jet qui couvre toute la zone et Mahiru ne peut que crier ce qui se passe avant d'être emporté par le liquide noir. Sakuya lui tend la main et lui demande d'ordonner simplement à son serviteur de le tuer et tout sera résolu. Il dit à Mihiru qu'il lui a menti plus tôt parce qu'il voulait mourir de ses mains, mais la situation devient trop compliquée maintenant. Cependant, avant que Mihiru ne puisse se décider, une balle transperce le cœur de Kuro et ses pouvoirs obscurs disparaissent. Un autre servant et son maître ont fait leur chemin vers le champ de bataille. Le maître ordonne à son servant de s'occuper de tout le monde et il saute, donnant un coup de pied à Kuro et le tirant jusqu'à ce qu'il se transforme en chat. Le serviteur avec un sac en papier marron à la place de la tête se précipite sur Sakuya et lui tire dessus, mais l'ami marionnettiste de Sakuya le sauve au dernier moment. Elle lui dit de battre en retraite et il suit ses ordres. Mihiru lui demande s'il voulait vraiment le tuer plus tôt, mais Sakuya lui jette juste son bracelet et disparaît. Bientôt, la voiture fait irruption dans la zone et les sbires de Snow arrivent. Il leur dit que Misono n'est pas gravement blessé et l'emmène immédiatement à l'hôpital. Mihiru se sent coupable d'avoir laissé Misono se blesser, mais le maître vampire cowboy arrive alors et lui dit que Misono doit prendre la responsabilité d'avoir baissé sa garde en plein combat. Il se présente comme un antiquaire itinérant et son vampire est Jie, le serviteur de l'envie. Mihiru le prend pour un excentrique qui parle à des poupées et s'amuse à taquiner son serviteur délibérément. Le cow-boy remet ensuite Kuro à Mihiru, s'excusant de l'avoir traité si rudement plus tôt. Il prétend qu'il aurait été préférable qu'il s'occupe aussi de Sakuya. Il dit à Mihiru que c'était une bonne chose d'avoir découvert si tôt qu'il n'avait pas la détermination nécessaire pour tuer quelqu'un. Il propose de le débarrasser de Kuro et de le rendre à sa vie d'étudiant normal, car la voix d'un maître de servant n'est pas faite pour quelqu'un d'aussi faible que lui. Il dit à Mihiru de le contacter s'il veut rompre son contrat avec Kuro, puis le laisse seul. Le lendemain, alors que Mihiru fait ses courses, il aperçoit Tsubaki dans un restaurant et se précipite aussitôt pour s'asseoir à côté de lui. Il lui demande quand Sakuya est devenu son subordonné et Tsubaki commence à raconter l'histoire de la vie de Sakuya. Il était né des pires parents que le monde ait jamais connus. Ils ont poussé sa sœur au suicide pour l'argent de l'assurance et ont forcé le jeune Sakuya à mentir à la police disant qu'elle était tombée de la fenêtre en jouant avec lui, sinon il subirait le même sort qu'elle. C'était la première fois qu'il mentait et il a continué à le faire à cause de ses parents. 6 ans plus tard, il fut jeté par la fenêtre par ses parents, tout comme sa sœur. Mais alors qu'il attendait la mort, Tsubaki l'a sauvé. Il explique que les subordonnés sont créés lorsqu'un humain mourant boit le sang d'un serviteur et devient alors son propre serviteur. Tsubaki se moque de Mahiru pour son ignorance, puis rentre chez lui après avoir libéré une aura terrifiante, déclarant qu'il n'est pas d'humeur à la violence aujourd'hui. Mihiru est paralysé par la peur, incapable même de demander à Tsubaki de lui rendre Sakuya. Il se maudit de n'avoir pas pu comprendre ce que son ami traversait, car Sakuya agissait toujours comme si tout n'était qu'une plaisanterie. Le lendemain, Mihiru se précipite à l'école, espérant trouver Sakuya en classe. Il n'est pas là et tout le monde réagit étrangement en entendant son nom car ils se souviennent de sa personnalité mais pas de son visage. Mihiru réalise que Sakuya veut toujours être reconnu par ses amis, mais il n'ose pas partager son existence avec tout le monde. Le jour du festival culturel, Sakuya arrive à l'école portant un masque, même si personne ne semble se souvenir de son visage de toute façon. Ses amis passent devant lui et il est choqué de voir une note sur leur dos disant qu'ils l'attendent, tandis que Sakuya se demande comment gérer cela. Kuro arrive en volant vers son visage et le renverse.
Mihiru le suit en courant immédiatement et Sakuya s'enfuit sur le toit, incapable de lui faire face. Il dit à Mihiru de s'éloigner de lui parce qu'il a essayé de le tuer, lui et son ami. Il répond qu'il est un menteur car il a en fait essayé de le sauver et même les blessures de Misono n'étaient pas graves du tout. Ils courent tous les deux sur le toit, où Sakuya admet qu'il n'est devenu son ami que cette année et que tous les souvenirs d'eux étant amis d'enfance avaient été implantés dans son esprit. Mihiru lui dit que cela n'a pas d'importance car il était vraiment son ami, mais Sakuya saute du toit pour l'éviter. Mihiru saute juste après lui, il attrape son col puis invoque son balai volant juste au moment où ils sont sur le point de toucher le sol. Il dit à Sakuya que peu importe qu'il soit un vampire car il reste son ami. Il perd rapidement l'équilibre après cela et ils s'écrasent tous les deux dans la forêt voisine. Il rit des étranges pouvoirs de Mihiru qu'il ne peut même pas encore contrôler, mais Sakuya se met alors à pleurer disant qu'il voulait vivre ces moments heureux un peu plus longtemps. Il dit à Mihiru que quand il était jeune et se blâmait pour la mort de sa sœur, Tsubaki fut celui qui le consola et lui dit que ce n'était pas sa faute. Il promit de venir le chercher quand tout serait fini, et il tint sa promesse, venant le trouver quand il était sur son lit de mort. Sakuya dit que Tsubaki fut le seul à l'aider et à ne pas lui mentir, alors il fera tout pour lui. Mahiru réalise que l'influence de Tsubaki dans la vie de Sakuya était exactement comme celle de son oncle dans la sienne, et il dit immédiatement à son ami qu'il mettra fin à la folie violente de Tsubaki. Sakuya le remercie mais lui dit que c'est assez. Il ne peut plus être avec lui et les autres, et juste au moment où il échange un point contre point avec Mahiru, il disparaît. Il court aussi loin qu'il le peut de Mahiru, se rappelant qu'il fut la première personne à lui tendre une main amicale. Sakuya pleure, remerciant Mahiru d'avoir été son ami et de lui avoir permis de passer une année heureuse au lycée. Pendant ce temps, Mahiru est frustré par sa propre faiblesse et il se tourne vers Kuro qui se cachait derrière un arbre et lui dit qu'il veut devenir plus fort. Peu après, Mahiru reçoit une lettre qu'il trouve assez difficile à ouvrir, alors il la donne à Kuro. Kuro cependant décide d'écraser la lettre dès qu'il voit le sceau. Le lendemain, il emmène Kuro à l'école et augmente immédiatement sa cote de popularité auprès des filles. Sur le chemin du retour, il tombe sur un festival nocturne et décide d'en profiter. Alors que Mihiru et Kuro sont assis sur un pont attendant le début du feu d'artifice, un homme avec un cache-œil arrive. Il tend une valise à Mihiru, lui disant de la déposer au service des objets trouvés car il ne sait pas où c'est. Dès que Mihiru prend la valise, l'homme disparaît de manière suspecte. Cependant, Mihiru ne doute de rien et se dirige seul vers le service des objets trouvés. En chemin, il tombe sur un grand blond qui porte un cercueil énorme sur ses épaules. Le blond dit à Mihiru qu'il s'est séparé de son partenaire, alors il lui dit de le suivre jusqu'au service des objets trouvés. En chemin, Mihiru l'interroge sur le cercueil et le blond répond que c'est pour que les vampires y dorment. Mihiru a du mal à croire ses paroles, mais soudain son attention est distraite par une énorme explosion derrière eux. Les gens crient qu'une valise argentée a explosé et Mihiru se souvient que l'homme au cache-œil lui avait dit de déposer la boîte avant que les feux d'artifice ne commencent. Il reste moins d'1 minute pour cela et Mihiru se demande comment il devrait gérer cette valise. Il hésite à appeler Kuro mais à emporter la boîte loin car révéler qu'il est le maître d'un serviteur devant un étranger fou pourrait ne pas être la meilleure chose à faire. Cependant, il décide de faire confiance au blond et invoque Kuro devant lui. Mihiru lui donne un peu de sang et Kuro le soulève, s'élevant haut dans les airs. Il lance la boîte aussi haut qu'il le peut et Miharu panique car elle pourrait ne pas exploser dans le ciel mais seulement après être tombée au sol. Il s'est porté la poisse car la valise explosive est bel et bien tombée au sol avant d'exploser, mais le jeune homme blond est venu à son secours. Il attrape la valise dans son cercueil et la laisse exploser à l'intérieur. Mahiru et Kuro sont stupéfaits et demandent au blond qui il est. Il répond qu'il est Tetsu, l'héritier d'une auberge thermale. Soudain, une voix tremblante vient de l'intérieur du cercueil, demandant à Tetsu comment il a pu jeter une bombe à l'intérieur alors qu'il était encore là. Alors qu'une chauve-souris brûlée en sort et tombe au sol, Kuro le reconnaît immédiatement comme le servant de l'orgueil. Tetsu lui a donné le nom de Hugues, et avec un peu de sang, le servant est de nouveau parfaitement bien. Il ne peut s'empêcher de bavarder comme à son habitude, et raconte comment il a rencontré Tetsu dans une auberge thermale, et comment le monde a été plongé dans le chaos pendant que Kuro errait seul. Hugues affirme que l'explosion d'aujourd'hui était sans aucun doute l'œuvre de Tsubaki et de ses subordonnés. Il dit à Mihiru qu'il devrait rester en contact et s'entraider en cas de besoin, mais le prévient aussi que Tsubaki n'est pas la seule menace pour eux en ce moment. Plus tard, alors que Mihiru et Kuro rentrent chez eux, la porte est soudainement ouverte et quelqu'un tire Mihiru à l'intérieur, laissant Kuro derrière. Kuro réalise que des gens mal intentionnés sont derrière tout ça et ils ouvrent immédiatement la porte à nouveau, pointant une arme magique sur lui, tandis qu'un autre homme en camisole de force lui saute dessus. Mihiru est emmené dans une étrange installation où un scientifique nommé Tsuyuki le salue. Il l'informe qu'ils sont actuellement au quartier général de C3, une partie neutre entre humains et vampires.
Il prétend être l'allié de Mahiru et dit qu'ils l'ont amené ici juste pour discuter paisiblement avec lui. Tsuyuki demande à Mahiru de s'allier à eux pour arrêter Tsubaki, qui représente une menace pour les humains comme pour les vampires. Tandis que Mihiru trouve cela trop soudain, Tsuyuki tente de le convaincre qu'ils sont du même côté et ont le même objectif, donc il ne devrait y avoir aucun problème. Il affirme que Kuro connaît très bien le C3 et peut dire à Mihiru tout ce qu'il veut savoir à leur sujet. Il prétend qu'ils doivent travailler ensemble pour détruire tous les subordonnés de Tsubaki. Mahiru répond que c'est un point de rupture car l'un des subordonnés de Tsubaki est son ami et il a promis de le sauver. Suguki a fait ses recherches et connaît Sakuya. Il dit à Mihiru que traiter avec Tsubaki est une affaire sérieuse et que ses sentiments enfantins ne seront pas pris en compte. Mihiru refuse de travailler avec des adultes ennuyeux comme lui et Suguki dit qu'il respecte sa décision. Cependant, il est un véritable serpent quand il s'agit d'affaires et révèle qu'il y a 52 portes dans cette pièce et une seule mène à la sortie. Il dit à Mihiru de se dépêcher de la trouver ou il ne reverra plus jamais son serviteur car en ce moment, Kuro affronte l'équipe de chasseurs de vampires la plus talentueuse du C3. Mihiru court pour trouver une sortie mais la première porte qu'il prend le ramène à son point de départ. Suguki lui dit qu'il lui faudra une journée entière pour vérifier toutes les portes et d'ici là, les chasseurs de vampires auraient éloigné Kuro très loin de lui. Il révèle que si le servant et son maître sont plus éloignés qu'une certaine limite, le maître mourra. Ainsi, Mihiru n'a que deux options, soit trouver la bonne porte rapidement, soit travailler avec le C3. Il refuse de travailler avec des gens aussi tordus et continue de chercher la bonne porte, mais ne la trouve pas. Il réalise que regarder toutes les portes ne fonctionnera pas, alors il invoque son balai et exécute un mouvement de breakdance impressionnant qui crée une tornade brisant le toit du bâtiment, et Tsuyuki dit à Mihiru qu'il a découvert la bonne sortie. Il le prévient tout de même de ne pas faire confiance à Kuro, car il reste un vampire assoiffé de sang, après tout. Mihiru répond qu'il a aussi vu le bon côté des vampires et qu'ils sont ses amis. Tsuyuki est laissé sans voix par ses paroles naïves et il laisse Mihiru partir sans résistance. À peu près au même moment, Kuro est attaqué par les trois personnes de tout à l'heure. Il esquive de justesse des pointes sombres jaillissant du sol, mais l'homme en camisole de force le charge alors. Kuro évite certains de ses coups de pied, mais il est ensuite frappé au visage et projeté au loin. Ils le coincent et lui disent que s'il était venu à eux quand ils avaient envoyé la lettre, les choses n'auraient pas eu à devenir si difficiles. Kuro continue de courir en esquivant les tirs et atteint le bord de la rivière. L'homme en camisole de force le distrait en disant que son maître est sous leur contrôle et au moment où Kuro perd sa concentration, il est soudainement emprisonné derrière des barreaux noirs. Juste au moment où les chasseurs sont sur le point d'en finir avec Kuro, Mihiru arrive sur les lieux chevauchant son balai et l'emporte. Quelques jours plus tard, Mihiru, Misono et Tetsu organisent une réunion à l'auberge thermale de Tetsu. Pendant que Kuro et Snow profitent du bain chaud, Misono a un lit élégant préparé pour lui et Tetsu est occupé à travailler. Mihiru est frustré parce que personne ne prend leur réunion stratégique au sérieux. Lui et Misono se retrouvent plus tard près du distributeur automatique et énumèrent les diverses choses qu'ils ignorent sur les servantes de Tsubaki. Mihiru pense que le maître du servant de l'orgueil pourrait leur dire quelque chose car il semblait plutôt bien informé. Misono rejette son idée, affirmant qu'il ne devrait pas faire confiance à cet homme et qu'ils s'en sortiront très bien seuls. Plus tard, Hugues arrive en volant avec de nouvelles informations sur une personne dangereuse qui rôde en ville. Mihiru et Kuro partent à sa recherche et ils apprennent du subordonné de Hugues que leur cible est un homme en vêtements noirs avec une paire d'ailes dans le dos. Ils le repèrent immédiatement et malgré l'avertissement de Kuro que l'homme semble dangereux, Mihiru décide de le suivre. Il aperçoit l'homme portant un hérisson dans une cage et l'activiste de la PTA en Mihiru se réveille et il décide de sauver le pauvre animal. Il court après l'homme ailé et juste au moment où il tourne au coin de la rue, il trouve l'homme qui l'attend. Il lui demande s'il est un ange ou un démon, et Mahiru ne comprend pas ce qu'il veut dire. L'homme utilise alors son pouvoir et invoque soudainement un piano magique. Il commence à jouer une mélodie qui rend le corps de Kuro lourd et le fait tomber à genoux. L'homme déclare qu'il est un démon et charge instantanément vers lui. Il envoie Kuro voler d'un coup de pied puis le suit pour le frapper de plus en plus haut. Mihiru invoque son balai et s'envole vers le toit, où l'étrange homme est sur le point de piétiner Kuro. Il arrête son attaque et permet à Kuro de boire son sang pour reprendre des forces. Mihiru demande à l'homme pourquoi il blesse son partenaire, puis lui demande de libérer le pauvre hérisson de sa cage. L'homme s'exécute et dès qu'il ouvre la cage, le hérisson se transforme en un autre serviteur qui se présente comme Lo, le servant de l'avarice. Il est hyperactif et dit que l'homme avec lui est son maître nommé Licht, qui a la folie de croire qu'il est un ange. Licht est irrité par son bavardage incessant et le met hors de sa vue d'un coup de pied, affirmant qu'il le déteste parce qu'il est aussi un démon. Lo ne peut s'empêcher de s'extasier devant son maître toxique et abusif qui ne cesse de le rabaisser. Mahiru est irrité par leur comportement étrange, mais il est content d'avoir trouvé un autre allié pour lutter contre Tsubaki. Lo lui dit qu'ils se trompent et qu'ils ne sont pas ses alliés. De plus, ils n'ont même pas besoin d'alliés car Kuro, qui est l'aîné des vampires,
peut tout finir en un instant s'il le décide. Il dit qu'il ne lui a pas pardonné ce qu'il a fait lorsque les 7 vampires se sont réunis la dernière fois. Kuro et Lao se lancent des regards noirs et Michiru réalise qu'il y a une sombre histoire entre eux. Il les sépare avant de se présenter à Lao puis de lui demander de les aider. Lao refuse, observe attentivement Mahiro et remarque que le maître de son frère aîné est plutôt ordinaire avant de s'enfuir. Mahiro retourne à l'auberge thermale où il est choqué de voir Licht à la télévision, présenté comme un pianiste de génie venu d'Europe. Il dit à tout le monde qu'il est le maître du servant de l'avarice et Q a déjà épinglé le garçon. Il révèle que Lao tue son maître quand il s'ennuie d'eux et qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec lui. Malgré son avertissement, Michiru se rend au concert de Licht. Il surveille la sortie, cherchant une occasion d'entrer dans la salle quand les gardes sont distraits. Cependant, un mélomane au grand cœur le repère et décide de l'emmener avec lui dans la salle pour lui offrir un autre programme. En chemin, Michiru aperçoit l'homme au cache-œil qui lui avait remis la valise explosive et réalise que Tsubaki cible Licht, alors il court vers la salle où se déroule le programme de Licht. Dans la salle, Lao apprécie la performance musicale de son maître quand soudain, tout le public l'attaque. Ce sont tous des subordonnés de Tsubaki et Lao s'y attendait. Il affronte tout le monde seul et au moment où un héros entre dans la salle, il n'y a plus que des corps sans vie. Il est choqué par la force du vampire et pense qu'il est allé trop loin. Licht arrête soudainement sa performance parce que les gens parlent et Lao lui demande pourquoi il ne le remercie pas d'avoir géré tous les ennemis. Licht le frappe simplement du pied mais Lao apparaît juste derrière lui et le projette contre le mur. Miharu s'inquiète pour lui mais Lao l'assure que les maîtres des serviteurs sont plus résistants que les humains ordinaires. Il demande ensuite à Michiru d'arrêter d'essayer de le recruter et de laisser Kuro tout finir. Michiru affirme que Kuro ne peut pas le faire seul, et Lao est agacé par lui. Il le pousse doucement et l'envoie à l'autre bout de la salle, mais Kuro sert de coussin pour sauver son maître. Lao se moque d'eux, puis décide de raconter à Michiru l'histoire des 7 serviteurs. Il y a longtemps, il y avait 7 frères et sœurs vampires qui vivaient en paix jusqu'au jour où ils reçurent une lettre d'une organisation appelée C3. La lettre leur demandait de tuer une personne spécifique, et les 7 vampires ont choisi de décider de leur réponse démocratiquement. L'avarice, la gourmandise et la colère étaient contre, tandis que l'orgueil, l'envie et la luxure étaient en faveur de tuer cette personne. Puisque c'était une égalité, ils se sont tournés vers leur frère aîné, le servant de la paresse. Juste au moment où Lao est sur le point de révéler ce qu'il a décidé, Kuro est submergé par la rage et une intention meurtrière. Il libère son pouvoir tandis que Lao se moque de lui, lui demandant à quel point il veut cacher ses erreurs à son maître. Il tire son épée en réponse et les 2 serviteurs commencent à se battre sur scène. Michiru décide de résoudre cela par lui-même et invoque son balai. Il appelle Kuro et l'expression dérangée sur son visage le prend au dépourvu. Soudain, Licht se remet de ses blessures et interrompt le combat entre Kuro et Lao avant de plaquer Lao au sol. Il attrape le balai de Michiru, le plie et aggrave Kuro au mur avec. Il déclare qu'ils sont tous trop destructeurs et la seule chose qu'il devrait refaire maintenant est d'écouter sa performance. Licht invoque son piano et commence à jouer une chanson triste qui ramène des souvenirs intenses à l'auditeur, le forçant à pleurer. Tandis que Michiru se remémore les moments passés avec sa mère et se met à pleurer, Lao grogne sur le sol parce qu'il voit quelqu'un qu'il essaie désespérément d'oublier. D'autre part, Kuro est figé, ses pupilles dilatées alors qu'un souvenir horrible qu'il tentait de réprimer lui revient. Lao ne peut plus le supporter, alors il décide d'attaquer Licht, qui est prêt à contre-attaquer. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et l'homme qui a amené Michiru entre. Il envoie une mascotte baleine pour désamorcer la situation et la baleine tape la tête de Lao et de Licht pour les faire arrêter. Lao n'est pas content de l'homme et de la mascotte baleine qui est son subordonné. Mahiro se précipite pour libérer Kuro, mais découvre qu'il a complètement perdu la tête. Soudain, il entend un bruit et se retourne pour voir l'un des subordonnés survivants de Tsubaki à découvert. Elle s'excuse et supplie d'être libérée, mais Lao décide d'en finir avec elle. Michiru lui tient la main, lui disant d'arrêter car il n'y a aucune raison de tuer quelqu'un qui n'a même pas l'intention de se battre. Lao abandonne car il ne veut de toute façon pas s'embêter avec un personnage insignifiant et sans nom. Il sort, puis Michiru s'approche de l'homme de tout à l'heure qui se présente comme Krantz, le manager de Licht. Il décide de laisser vivre le subordonné de Tsubaki et Michiru décide de l'emmener chez ses amis pour le moment. Kuro le suit, toujours enveloppé de ténèbres. D'autre part, Lao essaie de calmer sa colère en regardant des vidéos TikTok stupides, quand soudain Tsubaki apparaît juste derrière lui, il panique en le voyant et Tsubaki lui offre un sourire effrayant en tirant son arme. Pendant ce temps, Mahiro retourne à l'auberge thermale et Misono est furieux contre lui pour avoir agi seul. Il dit qu'il pourrait y avoir des conséquences dangereuses, mais au moins il a réussi à capturer l'un des subordonnés de Tsubaki vivant. Misono veut maîtriser la subordonnée nommée Leila parce qu'il ne lui fait pas confiance. Quand Michiru essaie de s'y opposer, il lui dit que la fille pourrait faire semblant d'être faible alors qu'en réalité, elle pourrait être forte et dangereuse.
Tetsu et Hug décident de l'interroger pour découvrir l'emplacement de la base de Tsubaki, mais Mihiru les arrête. Il pense que si Tsubaki apprend que Leila est ici, il viendra la sauver. Misano a du mal à y croire, mais Mihiru pense que la première fois qu'il a rencontré Tsubaki, il est venu pour sauver Belkia de lui. Il se souvient aussi à quel point Sakuya respectait Tsubaki, alors il a le sentiment qu'il va venir. Mihiru demande à Kuro ce qu'il en pense, mais Kuro quitte simplement l'auberge. Mihiru le suit et lui demande ce qui ne va pas. Kuro se retourne et son regard suffit à Mihiru pour comprendre qu'il n'est pas dans son état normal. Il réalise que depuis que Lao a mentionné l'histoire de leur passé, le vampire paresseux n'est plus lui-même. Il veut lui en demander plus sur l'histoire avec C3, et s'il a accepté de tuer la personne qu'il voulait qu'il tue. Au moment où il commence sa question, il sent Kuro fondre et se transformer en quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Mihiru frissonne de peur, tandis que la forme menaçante de Kuro le fixe. Il rassemble tout son courage pour lui demander de revenir avec lui, et Kuro obéit. Il se transforme en chat et suit Mihiru silencieusement jusqu'à l'auberge. Plus tard, Mihiru discute avec Lilac, qui veut savoir pourquoi il est si gentil avec elle alors qu'elle est une ennemie. Mihiru répond qu'il ne considère pas Tsubaki comme son ennemi en général et pense qu'il est juste quelqu'un qu'il doit arrêter. Lilac pense que Mahiro est assez naïf et lui dit que si les sbires plus faibles de Tsubaki ne veulent pas se battre, il devrait se méfier de Higan qui est le bras droit de Tsubaki et aussi le plus fort et le plus dangereux de tous. Le lendemain, Mihiru se lève tôt et cherche Kuro qu'il trouve endormi dans un coin sombre. Il reçoit soudain un appel du manager de Licht qui lui demande s'il a vu Lao. Il informe Mihiru que Lao n'a pas été vu depuis hier soir et à cause de cela, Licht s'affaiblit et s'épuise à chaque instant. Licht cherche aussi Lao car seul cela peut l'aider à retrouver sa force, mais un roux d'âge moyen apparaît juste derrière lui. Licht réalise qu'il est dangereux et s'éloigne, mais n'est pas assez rapide et se blesse à la tête. Le roux est Hagen, le bras droit de Tsubaki, et il affirme que son patron n'est pas content de ce que Lao a fait à ses chers sbires la nuit dernière. Il déclare que pour équilibrer les choses, il devra faire vivre l'enfer à Licht. Licht essaie de riposter mais est gravement blessé par Hagen qui continue de s'amuser pendant la bataille et demande même un match à son adversaire. Quand Licht essaie de l'attaquer alors qu'il est distrait, il l'esquive facilement avant de lui infliger une autre blessure au bras. Hagen claque des doigts et la blessure commence à brûler d'une flamme rouge qu'il utilise pour allumer sa cigarette. Il dit ensuite à Licht qu'à l'heure actuelle, son serviteur gît sous les sandales de Tsubaki, complètement vaincu. Licht répond qu'il ne se soucie pas du dieu et du hérisson, mais qu'il ne perdra pas face à un simple roux. Hagen répond que c'est dommage de tuer un pianiste talentueux comme lui et déchaîne à nouveau ses flammes rouges, créant une énorme tornade de feu. C'est assez grand pour que Mahiru le repère de loin et il veut aller voir le combat instantanément. Il dit à Kuro de se préparer à se battre, mais celui-ci lui demande d'appeler d'abord des renforts. Mahiru lui dit qu'il n'y a pas de temps pour la paresse et malgré son hésitation, Kuro n'a d'autre choix que de suivre son maître. Ils arrivent à temps, juste au moment où Hagen est sur le point d'achever Licht. Mihiru dit au roux de s'éloigner de son ami, mais dès qu'il apprend que le roux est le redoutable Hagen, il décide de l'affronter directement. Il invoque Kuro pour se battre, mais immédiatement Kuro est submergé par l'obscurité en lui et il perd sa connexion avec Mihiru. Il commence à fondre en un liquide noir et bientôt toute cette obscurité se condense en une boule de cristal noir. Mihiru ne comprend pas ce qui se passe et alors qu'il ramasse la boule de cristal d'une main tremblante, il se demande si c'est Kuro. Hagen est aussi curieux et il marche vers Mihiru qui décide d'invoquer son balai pour se défendre. À sa surprise, le balai entre aussi dans la boule de cristal noir, le laissant sans défense. Cependant, Licht se place entre Hagen et Mahiru, disant que leur combat n'est pas encore terminé. Il utilise le pouvoir de ses bottes magiques pour créer un piano circulaire autour de Hagen et y entre pour le submerger de sa musique. Hagen est impressionné par ses capacités et décide de devenir sérieux aussi. Il attaque Licht avec les flammes rouges et celui-ci riposte en lui envoyant ses touches de piano. Alors qu'il continue de se battre au milieu de la musique et des flammes, Mihiru ne peut que les regarder stupéfait. Il se sent comme un clown inutile venu aider mais qui est devenu un fardeau pour Licht. Licht continue de lui parler entre les combats et dit à Mihiru qu'il devrait laisser tomber ses doutes et faire ce qu'il veut. Bientôt, le combat se termine et Licht perd assez mal. Hagen le ramasse et décide de l'emmener vivant à Tsubaki, mais Mihiru court vers lui, lui demandant de laisser partir son ami. Hagen apparaît soudain juste à côté de lui et lui donne une pichenette qui l'étourdit et le maintient sur place. Ce n'est qu'après le départ de Hagen que Misano et Tetsu arrivent sur les lieux. Ils sont choqués d'apprendre que Kuro s'est transformé en boule noire, mais leurs vampires peuvent sentir son énergie depuis l'intérieur de la boule. Mahiru se reproche de ne pas avoir écouté les conseils de Kuro et d'être parti sans attendre de renfort, mais Misano lui dit qu'ils avaient encore une chance.
Il a trouvé un téléphone portable à proximité et à en juger par le porte-clés qui ressemble à Belkia, il appartient certainement à quelqu'un du côté de Tsubaki. Sa supposition est juste et Tsubaki les appelle instantanément disant que ce téléphone appartient à Hagen et qu'il le veut en retour. Misano répond qu'il l'échangera contre Lo et Licht qui sont actuellement kidnappés par lui. Tsubaki est amusé par son audace et dit que ce n'est pas un iPhone pour lequel il paiera autant, mais Misano lui dit qu'ils ont aussi un de ses sbires en otage. Il demande à Tsubaki de rendre le servant de l'avarice et son maître bientôt sans plus de mal, et il pourra récupérer le téléphone et le sbire. Tsubaki se moque de lui et dit qu'il ne fera pas de mal aux deux personnes, mais qu'il pourrait les garder séparés. Il raccroche et pense qu'il doit un peu changer ses plans maintenant. Mihiru et ses amis convoquent immédiatement une autre réunion, et ils pensent qu'ils ont jusqu'à minuit pour trouver et réunir Licht avec Lao. En plus de cela, Misano dit à Mihiru qu'il est hors jeu cette fois car il est inutile sans son servant et son arme. Il quitte la pièce pour planifier les choses et Mihiru commence à jouer avec la boule noire, se demandant ce qui est arrivé à Kuro. Il réalise qu'il était porté par Kuro tout ce temps et qu'il doit devenir plus fort s'il veut être utile à qui que ce soit. Il se met à pleurer, s'excusant auprès de Kuro de lui avoir laissé tout le travail difficile et de ne pas l'avoir aidé quand les choses sont devenues difficiles pour lui. Kuro répond soudainement depuis l'intérieur de la boule de cristal, disant à Mihiru qu'il en a assez de lui et de ses plaintes. Il apparaît en version miniature à l'intérieur de la boule et déclare qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, mais qu'il n'arrive pas à sortir de la boule. Mihiru promet de le sortir à tout prix, mais Kuro lui dit de ne pas s'en soucier car il apprécie la solitude où il n'a plus à gérer des gens ennuyeux. Mihiru appelle Misano et Tetsu pour leur montrer que Kuro se rétablit à l'intérieur de la boule, mais ils ne peuvent ni le voir ni l'entendre du tout. Tetsu a immédiatement une idée et décide de couper la boule pour en sortir Kuro. Mihiru l'arrête, disant qu'il n'est pas juste de libérer son partenaire de cette façon. Il déclare qu'en tant que maître de Kuro, il est de sa responsabilité de le libérer, alors il prend la scie et essaie de couper la boule. Naturellement, la force brute ne fonctionne pas. Bientôt, un invité arrive à l'auberge et il s'avère que c'est Kranz, le manager de Licht, et la mascotte Baleine. Il est déprimé en apprenant que Licht et Lao ont été kidnappés par Tsubaki et Mihiru s'excuse d'avoir empiré les choses en allant aider. Kranz décide de se joindre au plan de sauvetage et leur dit que la mascotte baleine est assez bonne au combat, tandis qu'il a aussi un moyen de les aider. Il sort un pistolet à eau et met une goutte d'eau sur la main de Hugh, ce qui l'étourdit instantanément. Kranz dit que le pistolet est rempli d'eau bénite et peut grandement ralentir les vampires, et il l'utilise souvent pour calmer Lao quand il fait une crise. Mihiru demande où il l'a eu, et il répond qu'il l'a obtenu d'un antiquaire particulier. Il s'avère que c'est le maître du servant de l'envie, et Mihiru décide qu'il peut au moins essayer de lui demander de l'aide. Penser à l'antiquaire ramène de terribles souvenirs d'abandon à Misano. Il dit à Mihiru qu'ils ne peuvent pas faire confiance à cet homme. Cependant, Snow parvient à le convaincre qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'instant. Ils se séparent et Mihiru prend le train pour se rendre à la boutique de l'antiquaire quand soudain, Tsubaki apparaît juste à côté de lui sous sa forme de renard. Mihiru est surpris alors que Tsubaki exprime sa déception que son sbire ne soit pas avec lui. Le renard noir commence soudainement à suinter un nuage de fumée noire et Mihiru saute du train en marche juste au moment où une explosion se produit. Cependant, tout cela n'était qu'une illusion et Mahiru ne le réalise qu'après s'être retrouvé allongé sur le quai. Il comprend que Tsubaki est déjà en mouvement, il doit donc se dépêcher et atteindre l'antiquaire. Mahiru arrive bientôt à sa boutique, mais dès qu'il ouvre la porte, il est accueilli par un scientifique fou qui a fait fondre la tête d'une poupée Barbie et en a fait du jus. Mihiru trébuche sous le choc et quand le scientifique fou le remarque, il demande qui diable il est. Il laisse Mihiru à l'intérieur de la boutique, remplie d'étranges articles génériques sans marque. Mihiru interroge le scientifique fou sur l'antiquaire et apprend qu'il est absent du magasin pour l'instant. Mihiru se présente alors, mais le scientifique prononce mal chaque syllabe de son nom bien qu'il se souvienne qu'il est le maître du servant de la paresse. Il force Mihiru à s'asseoir sur une chaise, lui verse un verre de thé froid, puis écrit son nom sur son front pour qu'il ne l'oublie plus. L'homme fou se présente ensuite comme Johan, un chercheur spécialisé dans les vampires. Soudain, l'antiquaire apparaît et frappe Johan d'un coup de poing dans le ventre pour avoir fait fondre la tête de sa poupée cerf. Il se tourne ensuite vers Mihiru et l'accueille dans sa boutique. Il se présente comme Miku et le remercie d'avoir bien pris soin de son jeune frère Misano. Mihiru est choqué d'apprendre que Misano était en fait le frère de Miku, mais maintenant il comprend ses réactions envers lui. Avant qu'il ne puisse demander à Miku d'expliquer les choses, Johan l'attrape et lui demande de le présenter aux servantes de la paresse. Mihiru montre que Kuro s'est transformé en boule et Johan trouve cela plus qu'excitant. Il pousse Mihiru vers le miroir qui est en fait une porte secrète qui l'envoie dans le laboratoire secret du scientifique fou où il est devenu son nouveau sujet d'expérience.
Il recueille des données sur sa taille, son poids et ses conditions médicales, mais Michiru lui demande de faire des recherches sur Kuro plutôt que sur lui. Miku lui demande ce qu'il compte faire une fois que Kuro sera revenu à la normale. Il veut savoir si Michiru peut correctement briser Tsubaki cette fois. Mihiru demande pourquoi ils utilisent le terme briser plutôt que tuer pour les vampires, et Miku explique que les vampires sont immortels, donc ils ne peuvent pas être tués. Cependant, les sbires des vampires peuvent être tués si leur serviteur boit leur sang. Quant aux serviteurs, ils sont formés quand un humain leur donne un nom et un objet. Michiru se souvient avoir donné une clochette à Kuro quand il l'a rencontré pour la première fois en tant que chat. Miku dit que l'objet est ce qui relie les serviteurs à leur maître, et une fois détruit, le serviteur est considéré comme brisé. Michiru dit qu'il veut juste savoir comment ramener Kuro à la normale. Mais ni Miku ni Johan n'en ont la moindre idée. Michiru demande à Johan pourquoi il est si désireux de faire des recherches sur les vampires. Et il commence son long monologue sur la façon dont la guerre a créé le progrès à chaque époque. Il a entendu des histoires sur la façon dont Kuro a gagné chaque bataille qu'il a menée, et il veut qu'il utilise toute sa puissance pour vaincre Tsubaki cette fois. Michiru lui dit qu'il n'a pas besoin du pouvoir de Kuro, mais qu'il a d'abord besoin de lui comme ami. Johan dit qu'il n'a aucun intérêt pour ces choses de sentimentales, mais il y a une chose que Michiru peut essayer de faire pour ramener Kuro à la normale. Il lui donne un bécher plein de thé et juste au moment où Michiru prend une gorgée, il s'effondre. Johan rit en révélant que le thé contenait un médicament qui permet au maître d'entrer directement dans l'esprit de son serviteur. Il dit à Michiru de régler les choses avec Kuro là-bas et de partager les résultats de cette expérience avec lui. Bientôt, Michiru se retrouve à dériver dans l'obscurité avant de voir la clochette de Kuro. D'autre part, Misano a utilisé sa richesse inépuisable pour engager un géolocalisateur, afin d'examiner quelques photos sur le téléphone de Hagen. Le géolocalisateur déduit l'emplacement exact de Tsubaki et de son équipe, qui séjournaient dans un hôtel 5 étoiles. Misano pense que la distance entre le dernier étage et le sous-sol de l'hôtel est suffisante pour maintenir Licht et Lao à une distance dangereuse l'un de l'autre. Il pense aussi que Tsubaki et Hagen doivent les garder là et décide de lancer une attaque générale le soir. À l'arrivée du soir, Tsubaki reçoit un appel d'eux et part pour l'endroit où ils l'ont appelé. Reçoit des informations en temps réel sur les mouvements de Tsubaki de la part de ses sbires, tandis que Misano et Tetsu sont déguisés et prêts à infiltrer l'hôtel. Kranz agit comme un touriste riche, charme la réceptionniste et apprend que Tsubaki est très probablement au 41e étage. Il donne à Misano la carte clé pour accéder à une chambre au même étage. Misano contacte Tetsu et lui dit de se tenir prêt pendant qu'il monte dans l'ascenseur, mais soudain Sakuya arrive. Misano est nerveux à l'idée d'être découvert malgré son déguisement, et il a raison. Sakuya l'a identifié et il dit à Misano qu'il a appuyé sur le bouton pour aller au 41e étage, mais souligne que c'est en bas de la liste. Misano panique en réalisant la vérité, puis Sakuya appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, arrêtant l'ascenseur. L'ascenseur entre en chute libre et Misano jette son déguisement car il réalise que cela ne sert plus à rien. Il se demande si Licht et Law ont déjà été déplacés de cet endroit, mais écarte ensuite cette option car Sakuya ne serait pas là pour les arrêter dans ce cas. Misano dit à Tetsu de prendre les escaliers et d'atteindre le sommet pendant qu'il affronte Sakuya ici. L'ascenseur touche le fond et Misano découvre qu'il est au sous-sol numéro 5. Il se souvient de la réunion stratégique où ils ont deviné que Hagen devait protéger l'un des otages, tandis que les autres sbires de Tsubaki protégeraient l'autre. Misano veut tous les vaincre, même si Snow n'est pas spécialisé dans le combat. Cependant, alors que la porte de l'ascenseur s'ouvre, il constate que le sous-sol est complètement vide. Soudain, Sakuya invoque une tronçonneuse magique et pousse lentement Misano et Snow hors de l'ascenseur. Il dit que le plan de Misano et des autres était faux depuis le début car il ne comprenait même pas comment fonctionne le cerveau de Tsubaki. Il révèle qu'ils étaient une cible dès le début et le but de Tsubaki en kidnappant Law n'était pas de lui faire du mal. Au lieu de cela, il l'a utilisé comme appât pour attirer Hugh, le serviteur de l'orgueil, afin qu'il puisse l'écraser. Sakuya attaque Misano avec sa tronçonneuse et il ne peut que l'esquiver. Il sait que gagner un combat direct est difficile, alors il décide de provoquer Sakuya. Il lui dit que Michiru considère toujours des déchets comme lui, comme son ami, alors qu'il travaille pour un fou comme Tsubaki. Ces provocations fonctionnent et Sakuya crie que personne ne comprend le vrai motif de Tsubaki. Il affirme que Tsubaki cherche la clé de quelque chose sans savoir ce que c'est. Le véritable objectif reste un mystère même pour la plupart de ses sbires, et Misano réalise que Tsubaki ne vise pas une simple guerre entre vampires. Pendant ce temps, Hugh et Tetsu ont atteint le dernier étage, où Hagen et d'autres sbires de Tsubaki se sont rassemblés pour les affronter. Hugh croit que les otages sont juste derrière eux, et malgré le plus grand nombre de leurs adversaires, il est confiant que Tetsu et lui peuvent gagner. Pendant ce temps, Tsubaki est arrivé dans une forêt selon l'appel, et il n'est pas content d'être accueilli par 5 gars en costume de baleine. La mascotte baleine bleue maudit Tsubaki et exige qu'il leur rende Law et Licht, ou il se fera botter le cul. Tsubaki se moque de la voix grincheuse qui ne correspond pas à la mignonnerie de la mascotte et montre les clés qui mènent à la chambre de leur serviteur et maître. Il demande ensuite où est son sbire et la baleine bleue dit qu'elle est à l'intérieur de l'une de ses mascottes.
Il tente de faire voler les clés à Tsubaki, et celui-ci l'esquive sans attaquer et saute sur un arbre, car attaquer imprudemment pourrait aussi blesser accidentellement son sbire. Soudain, une autre des mascottes déracine l'arbre entier sur lequel il se tient, et essaie de frapper Tsubaki quand il s'éloigne d'un bond. Les autres mascottes baleines l'attaquent aussi, mais Tsubaki est un sacré salaud insaisissable et évite toutes leurs attaques facilement. Il affirme que puisqu'il y a une chance que son sbire soit ici, il ne peut pas fuir cet endroit. Il essaie de tâter la baleine bleue, mais le costume de mascotte est trop épais pour juger s'il y a 2 personnes à l'intérieur. Tsubaki rit, disant qu'il est amusant de jouer à cache-cache avec des baleines dans une forêt, puis utilise son pouvoir pour faire pleuvoir d'un ciel clair à nouveau en donnant aux mascottes un sourire méchant. D'autre part, Mahiru se retrouve dans l'esprit de Kuro qui ressemble à un désert de sable rouge. Il voit le chat effrayant qui lui a donné son arme et demande où se trouve Kuro. Le chat effrayant lui dit que Kuro ne veut pas le voir, mais Mahiru ne croit pas ses paroles. Il se concentre, entend le son de la clochette et le suit en marchant en cercle. Il tombe bientôt face contre terre et découvre que le son de la clochette vient en fait de sous le sable. Mihiru décide de faire preuve de créativité et il coupe à travers le sable pour révéler un escalier sous-marin. Il plonge dans l'eau et ressort de l'autre côté. Il prend les escaliers qui descendent et arrive bientôt dans une pièce. Dès que la porte s'ouvre, Mihiru est transporté dans un vieux souvenir appartenant à Kuro. C'est celui de la réunion où les 7 servants étaient rassemblés pour discuter s'ils devaient accepter la mission de tuer qui leur avait été donnée par ces 3. Les vampires étaient divisés en 2 factions concernant le meurtre de la personne qui était en fait le créateur génial des 7 servants. Alors que l'orgueil, l'envie et la luxure croyaient qu'il était trop puissant et dangereux pour être laissé en vie, la gourmandise, la colère et l'avarice croyaient qu'il était stupide de le tuer alors qu'il n'avait encore rien fait de mal. Ils se sont tournés vers Kuro pour sa décision et il a déclaré qu'il tuerait la personne lui-même. Lo a perdu la tête à cela et a attrapé le col de Kuro, lui demandant s'il tuerait un humain qui est comme leurs parents. Kuro lui a dit de ne pas utiliser ce mot devant lui car il n'est pas fier de la façon dont des vampires comme lui ont été créés. Mihiru est choqué de voir cela et il suit Kuro alors qu'il part à la chasse. Il suit ses souvenirs alors que Kuro entre dans une maison japonaise traditionnelle et rencontre son créateur. Soudain, des vignes noires et épineuses jaillissent donc du sol et empêchent Mihiru de voir ou d'entendre quoi que ce soit d'autre. Il s'efforce de s'en libérer, mais alors que Kuro attaque son créateur, les vignes couvrent étroitement les yeux de Mihiru au point qu'il commence à saigner. Kuro lui dit qu'il ne veut pas qu'il voie l'acte le plus honteux de son existence, et la scène passe rapidement aux conséquences de l'assassinat. Alors que l'envie, la luxure et l'orgueil sont contents que les choses ne soient terminées, la gourmandise et la colère croient aussi qu'il n'y a pas de meilleure façon de mettre fin aux choses et d'apporter la paix au monde. Ils jurent de ne pas en vouloir à Kuro, mais Lo est différent. Il jure qu'il ne pardonnera jamais à Kuro, qui s'éloigne simplement de lui. Mihiru voit tout ça et crie à Kuro d'arrêter, car il est prêt à l'affronter, lui et ses péchés, de front cette fois-ci. Soudain, l'obscurité recouvre tout, et quand elle se dissipe, Mihiru se retrouve dans un endroit étrange rempli de blocs scellés. Le chat étrange n'est pas satisfait que Mihiru s'enfonce trop profondément dans l'esprit de Kuro, mais il lui demande quand même de satisfaire sa curiosité et de révéler l'un de ses secrets contenus dans ces blocs. Il lui offre des armes puissantes pour les briser, mais Mihiru dit qu'il n'en a pas besoin. Il sait que Kuro est à l'intérieur, et il lui suffit de frapper pour l'atteindre. Il frappe à la porte, et Kuro lui crée une porte. Mihiru ouvre la porte et entre dans la pièce d'un noir absolu, où il entend les regrets de Kuro après avoir tué son créateur. Il arrive bientôt à la lumière et trouve Kuro recroquevillé, se demandant encore s'il a bien agi. Il veut que quelqu'un lui dise qu'il n'a pas eu tort, et Mihiru crie qu'il a bel et bien eu tort. L'espace autour d'eux commence à se fissurer, alors qu'il dit à Kuro que s'il a encore des doutes sur le fait d'avoir mal agi, cela signifie que c'était mal au final. Mihiru dit qu'il faut du courage pour accepter ses erreurs et avancer, qu'ils doivent encore le faire. Il bouscule Kuro, lui disant qu'il n'a pas de temps à perdre ici. Mihiru tend la main vers lui, lui disant qu'il n'est pas seul cette fois et qu'ils affronteront son passé et son futur ensemble dès maintenant. L'espace blanc autour d'eux se brise, laissant place à une prairie verdoyante. Kuro accepte les paroles de Mihiru et se transforme en sa forme de chat pour être de nouveau tenu par son maître. Pendant ce temps, au dernier étage de l'hôtel, Licht et Lao reprennent leurs esprits. Ils sont ligotés et blessés et il s'avère qu'ils sont dans des pièces adjacentes. Lo dit à Licht que même un pianiste talentueux comme lui mourra sans rien accomplir. Il répond qu'il ne mourra pas et traite Lo d'idiot sans aucun rêve. Alors que Lo continue de lui crier qu'il n'a rien de spécial, le mur s'ouvre soudainement et Licht le traverse. Lo se tait et Licht lui demande s'il a perdu la capacité de débattre après s'être retrouvé face à lui. Il dit qu'en tant qu'ange, il est de son devoir de tuer un démon comme lui. Il commence à libérer le pouvoir de ses bottes magiques et Lo se contente de rire, disant qu'il est aussi insignifiant que n'importe quel autre humain. Il se libère aussi de ses entraves et invoque son épée pour tuer Licht et se débarrasser de son attitude agaçante. Licht invoque également son piano magique et le combat commence, faisant trembler tout le bâtiment. Lo réalise que Licht doit être en pire état que lui en ce moment, alors il décide d'en finir rapidement avec lui.
Il fonce vers lui, mais Licht repousse son épée avec succès, encore et encore, avant de lui piétiner le visage, mais ensuite il commence à saigner et recule immédiatement. Law pense qu'il va abandonner maintenant, mais Licht ne le fait pas. Le serviteur est impressionné et décide d'abandonner. Il dit qu'ils sont tous les deux des personnes différentes, mais qu'ils ne sont que des personnages secondaires dans le cours de ce monde. Licht n'est pas d'accord avec lui et dit que le seul personnage secondaire dans ce monde entier est Law, qui a trop peur de rêver de quoi que ce soit. Il se moque de lui d'être le serviteur de l'avarice alors qu'il n'a pas une seule chose pour laquelle il fait le moindre effort. Licht se précipite vers lui, mais ses paroles ont déclenché Law qui libère toute sa puissance et l'enveloppe d'obscurité tout en lui disant qu'il ne sait rien de lui. Licht voit soudain les souvenirs de Law d'il y a très longtemps. Il était le serviteur d'une princesse extravertie nommée Ophélia. Law l'adorait vraiment, chaque instant passé à ses côtés était un pur bonheur. Cependant, un jour, Ophélia lui a dit que son mariage avait été décidé avec un prince ennemi pour assurer la paix entre les deux royaumes. Law était dévastée et lui a demandé de s'enfuir avec lui pour obtenir la liberté qu'elle désirait. Ophélia lui a dit que plus que la liberté ou toute autre chose, elle voulait la paix et la prospérité pour son royaume. Law n'a eu aucune réponse à cela et il a regardé Ophélia épouser le prince. La paix apportée par le mariage fut de courte durée et bientôt la guerre entre les deux royaumes commença. Les nobles du royaume d'Ophélia et Law décidèrent de l'assassiner, la considérant comme une espionne. Law a tout entendu et il est allé prévenir Ophélia. Il lui a dit que cette nuit était sa dernière chance de s'échapper, mais elle a refusé de le faire. Elle a déclaré que maintenant, elle voulait la paix pour les deux royaumes et qu'elle était prête à en payer le prix. Law ne pouvait que pleurer en disant qu'il tuerait tous ceux qui voulaient lui faire du mal, mais Ophélia lui a interdit de faire quoi que ce soit. Le lendemain, elle fut conduite sur la place publique pour son exécution et même là, elle exhorta les gens des deux pays à honorer son sacrifice et à œuvrer pour une paix éternelle. Law ne put que regarder la lame du bourreau s'abattre sur elle et il fut laissé dévasté. Pendant de nombreux siècles après cela, il resta sous la forme d'un hérisson et garda la statue d'Ophélia que les gens avaient érigée après que la paix fut établie grâce à son sacrifice. Une nuit, alors qu'il versait des larmes sur Ophélia, la fierté servant lui rendit visite concernant une réunion convoquée par leur frère aîné. Cette réunion fut celle où Kuro décida qu'il tuerait leur créateur. Law n'était pas prêt à accepter la paix qui viendrait après l'avoir tué, car les blessures émotionnelles qu'il avait subies du sacrifice d'Ophélia étaient encore fraîches. Il fut dévasté quand Kuro refusa d'entendre ses supplications et tua leur créateur malgré tout. Il retourna au royaume d'Ophélia après cela, seulement pour découvrir qu'une puissante nation ennemie avait détruit les deux royaumes qu'elle avait tenté de protéger si désespérément. Sa statue sans tête s'effondra sous ses yeux et Law ne fut plus jamais le même. Il se convainquit que toute vie est intrinsèquement sans valeur et dansa sous la pluie en tenant le morceau brisé de la statue d'Ophélia, marquant le début de sa phase de méchant. Le film de souvenirs se termine et Licht n'est pas impressionné par ce que son serviteur voulait lui montrer. Law est à côté de lui, déguisé en métamorphe jaune, et il applaudit et pleure en voyant le film fait de ses propres souvenirs. Licht monte ensuite sur scène pour lui offrir une performance vraiment inoubliable. Il écarte les rideaux pour révéler un piano et commence à en jouer, et Law dit qu'il n'aime pas ça parce que c'est une chanson triste. Licht lui dit que ce n'est pas la chanson qui est triste, mais lui. Law verse des larmes sous sa forme informe, et il réalise enfin que c'est le pouvoir de l'imagination et qu'il interprète les choses de telles qu'il les imagine. Il réalise enfin qu'il ne peut pas abandonner son désir de protéger Ophélia jusqu'au bout, et cela le rend triste et effrayé. Law se maudit d'avoir suivi les ordres d'Ophélia et se demande pourquoi il n'a pas pu créer un moyen où Ophélia et lui auraient obtenu ce qu'il voulait. Il réalise enfin qu'il a encore des choses qu'il veut accomplir à tout prix. Il veut que Licht survive à cette épreuve, et il veut affronter Kuro correctement et lui demander pourquoi il a tué leur créateur. Il se souvient d'Ophélia, puis tend la main vers elle, brisant le paysage onirique et se libérant, lui et Licht, qui sont maintenant devenus une équipe. Ils traversent leur chambre, mais Hagen arrive pour les ramener. Licht dit à Law de s'écarter de son chemin car il veut régler ses comptes avec le roux tout seul. Law lui dit que c'est impossible dans l'état où il se trouve actuellement. Ils commencent à s'amuser seuls et Hagen finit par perdre patience, alors il décide de commencer le combat lui-même et met le feu à la pièce. Licht attaque Hagen qui esquive facilement ses coups de pied. Law utilise cette chance pour l'attaquer par derrière, mais Hagen esquive aussi son attaque et lui coupe le visage avant d'y mettre le feu. Après avoir éteint le feu, Licht et Law attaquent de nouveau leur ennemi. Hagen décide d'en finir avec l'humain en premier, mais juste au moment où il est sur le point d'attaquer Licht, il utilise son pouvoir spécial et échange sa place avec Law. Hagen est surpris et, profitant de cette situation, Licht lui assène un coup de pied solide et l'envoie s'écraser contre le mur. Cela ne fait pas beaucoup de dégâts au roux et il se relève pour se battre. Alors que Licht et Law utilisent leur stratégie pour échanger leur place afin de défendre et d'attaquer en même temps, Hagen décide de se déchaîner contre eux. Il retire ses gants et attaque soudainement Licht, lui griffant le visage. Ça ne prend pas feu, alors Licht est un peu surpris, mais Hagen lèche ensuite le sang sur ses mains et lui dit qu'il est aussi un vampire.
Soudain, une énorme explosion rouge secoue le bâtiment et Licht et Lao sont projetés à l'autre bout de la pièce. Hagen a commencé à vieillir à l'envers et il est prêt à vaincre ses ennemis avec toute sa puissance. D'autre part, Sakuya fait gagner du temps à Mizono et Snow. Il lance des couteaux sur Mizono et le manque de peu alors qu'il comprend que la montre que Snow portait autour de son cou est l'objet que son maître lui a donné. Pour détruire la montre et briser les serviteurs, Sakuya se mord le doigt et laisse son sang prendre la forme d'une épée. Il attaque Snow avec ça, qui bloque son attaque avec sa faux. Cependant, Sakuya révèle qu'il utilise l'épée de Tsubaki en ce moment, qui a la capacité d'annuler le pouvoir des serviteurs. Il tranche la faux de Snow et pointe ensuite l'épée sur Misono, mais avant qu'il ne puisse le blesser, un coup de feu dévie la direction de l'épée. Miku est là pour sauver son frère et lui dit de prendre le deuxième ascenseur et de retourner à la surface pour aider ses amis. Mizono le maudit mais suit son conseil et Snow le rejoint discrètement. Au 41e étage, Tetsu se bat contre les sbires de Tsubaki, utilisant le cercueil comme bouclier. Il active sa capacité spéciale et invoque une horde de chauves-souris que Hugh envoie vers les sbires. Il est satisfait de son travail, mais le gars au bandeau sur l'œil l'attaque de nulle part, le distrayant et permettant à Belkia de le piéger dans son cabinet mystérieux. Belkia rit en utilisant sa capacité spéciale et fait disparaître Hugh, ne laissant derrière lui que sa pique fumante. Mizono arrive sur les lieux à ce moment-là et demande où il a envoyé Hugh. Il rit et lui dit de s'inquiéter pour lui-même maintenant. Mizono apprend alors que Hagen est monté à l'étage pour combattre le duo Avid. Il essaie de démêler tout l'incident dans son esprit, mais il n'a aucune idée de la façon dont il peut inverser la tendance. Belkia attaque Tetsu qui bloque son attaque avec la pipe de Hugh, mais l'utilisateur de ficelle lui lie ensuite la main et la jambe pour le faire tomber à genoux. Mizono est encore plus frustré maintenant et il est sur le point d'ordonner une retraite quand soudain, une ombre couvre la pièce. Tout le monde regarde par la fenêtre avec stupéfaction alors que Mihiru arrive chevauchant un lion noir géant. Il entre dans la pièce et le lion noir géant se transforme en Kuro qui cachait en fait sa vraie forme depuis le début parce qu'il était trop paresseux. Les amis de Mihiru se mettent à l'abri derrière lui et lui expliquent la situation. Il leur dit qu'ils n'ont plus rien à craindre et invoque son balai. Il utilise son pouvoir pour transformer le balai en lance et charge en avant. L'utilisatrice de ficelle l'attaque d'abord avec ses marionnettes, mais Mihiru se déplace plus vite qu'elle ne peut réagir et la frappe derrière la tête pour l'assommer instantanément. Belkia et le gars au bandeau sur l'œil lancent ensuite une attaque combinée et Kuro décide de les arrêter. Il invoque ses ailes faites d'énergie noire et en crée des pointes acérées. Mihiru saute juste derrière lui et frappe les pointes avec le balai, empalant leurs ennemis. Dans la pièce au-dessus d'eux, Hagen a déjà vaincu Lao et Licht et il décide de descendre pour affronter Mihiru. Lo est toujours incrédule car il a vu la vraie forme de Kuro plus tôt et se demande si Mihiru l'a aidé à retrouver sa confiance. Il ne veut pas être laissé pour compte, alors il attaque Hagen qui lui donne juste un coup de pied dans le ventre et le piétine. Il dit à Lo de lécher ses chaussures, et alors il pourrait envisager de laisser Licht vivre. Licht ordonne immédiatement à Lo de ne pas reculer et dit à Hagen de lécher ses chaussures à la place. Il se rétracte instantanément en réalisant que c'est trop dégoûtant, mais Hagen est amusé par lui. Il parle de la façon dont il est devenu fatigué de tuer sans réfléchir. Mais puisque Tsubaki le veut, il le fera. Licht dessine 3 rectangles connectés dans sa main, tout en lui disant d'arrêter d'utiliser les autres comme excuse pour ses méfaits. Il presse le rectangle et soudain, Hagen sent tout son corps vibrer au rythme du piano. Il réalise que Licht a utilisé son sang pour convertir son corps en son instrument et libère une flamme rouge qui couvre toute la pièce. Licht invoque rapidement son piano magique et dit à Lo de l'aider. Le serviteur réalise qu'il doit faire quelque chose de grand pour égaler son maître ambitieux et cool, alors il couvre les flammes de Hagen et le met en transe. Il emmène Hagen au théâtre à l'intérieur de son esprit, où il le défie en duel 1 contre 1. Hagen se précipite vers lui et esquive la première attaque de son épée, mais celle-ci se transforme soudainement en 1000 pointes qui le poignardent partout. Lo lui rappelle qu'il est un hérisson au final, et alors que Hagen tombe au sol, il retourne dans le monde réel. Lo et Licht tombent tous les deux au sol, complètement épuisés. Bientôt, Mihiru et les autres atteignent la pièce pour les sauver, mais Licht se lève et lui dit avec confiance qu'un ange comme lui n'a pas besoin d'être sauvé. Il s'effondre immédiatement après cela et Mihiru le soutient en le faisant descendre. Ils pensent que leur groupe a réussi sa mission de sauver Licht et Lo, comme s'il manquait maintenant. Mihiru demande ensuite où est Lilas et Tetsu ouvre le cercueil pour révéler qu'elle était cachée à l'intérieur et il trompe Tsubaki en lui faisant croire qu'elle était parmi les mascottes baleines. Sur ce, Mihiru dit à Kuro de régler les choses avec son frère et il s'approche de Lao pour le remercier. Kuro dit que Lo était le seul à ne jamais lui avoir pardonné et c'est pourquoi il a pu faire face à ses regrets. Lo se sent embarrassé et soulagé en entendant cela. Et il remercie Mihiru d'avoir rendu cela possible. Tout le monde commence à bien s'entendre, oubliant leur passé, quand soudain, Lilas arrache l'étiquette nominative, qui est l'objet que Licht a donné à Lao. Elle dit à Lo qu'il ne mérite pas d'être si heureux, alors qu'il a tué tous ses amis,
et qu'elle peut les venger en le brisant. Mihiru se souvient de ce que Miku lui a dit à propos des servants qui sont brisés si l'objet que leur maître leur a donné est détruit. Il demande à Lilas de ne pas agir de manière hâtive, mais elle lui dit que malgré sa gentillesse, elle reste fidèle à ses amis morts et détruira le collier pour les venger. Soudain, Tsubaki apparaît derrière elle. Il dit qu'il est content de voir Lilas en sécurité et lui demande de lui remettre le collier. Il est assez étonné d'apprendre que Law et son maître ont vaincu Hagen et que même Kuro est de retour sous sa forme originale. C'est exactement ce qu'il voulait. Tsubaki jette le Namtag dans sa main alors qu'il marche vers la fenêtre. Licht veut le combattre, mais Law l'arrête car il n'a pas pu vaincre Tsubaki plus tôt, et en ce moment, ils ont déjà dépassé leurs limites. Il demande à Kuro de le vaincre pour eux, et il acquiesce. Tetsu lui demande soudain ce qui est arrivé à Hugh, et Tsubaki lui montre un cabinet mystérieux identique à celui que Belkia a utilisé pour le faire disparaître. Il révèle que Belkia lui a envoyé Hugh, et qu'il l'a achevé dans la forêt. Mihiru lui demande ce qu'il veut accomplir en faisant tout cela, et Tsubaki répond qu'il veut impressionner son professeur en nettoyant son désordre. Il marche vers Mihiru avec des fleurs rouges tombant de sa manche avant qu'elles ne prennent de la forme d'un bras. Tsubaki dit qu'il est le seul moyen au monde de tuer un servamp. Il disperse les pétales de fleurs rouges et invoque son épée juste au moment où il jette l'étiquette nominative de Law en l'air. Il la tranche et Law dans le même mouvement et Law explose, libérant une brume à haute pression. Tsubaki invoque une autre épée, mais Kuro la lui arrache de la main d'un coup de pied et la saisit. Ils s'affrontent et Tsubaki demande à Kuro de s'écarter et de le laisser en finir avec Law. Kuro dit qu'il le reconnaît enfin comme un vampire et son jeune frère car personne d'autre que leur créateur n'aurait pu donner naissance à un monstre comme lui. Tsubaki dit que leur créateur était aussi son professeur que Kuro a tué et maintenant il veut se venger de lui. Il désarme Kuro et pointe son épée sur lui, lui demandant de révéler quels étaient les derniers mots de son professeur et il répond qu'il n'a rien dit. Tsubaki lui crie dessus, lui demandant si son professeur n'a rien dit ou s'il n'a rien entendu. Pendant ce temps, la brume tourbillonne violemment dans la pièce et Licht découvre que Law est redevenu un hérisson. Mihiru dit à Misono et Tetsu de se dépêcher de descendre, tandis qu'il avance pour rejoindre le combat aux côtés de son serviteur. Kuro admet qu'il a eu tort de tuer son créateur, mais il ne peut pas s'arrêter maintenant et doit aussi arrêter la folie de Tsubaki. Il saisit son épée, lui disant qu'il devrait parler avec des mots plutôt qu'avec la violence. Cependant, l'épée lui coupe la main et Tsubaki lui dit que ces mots n'ont aucun sens ici. Kuro voit soudain des visions déformées de son créateur et de Tsubaki, fusionnées en un seul, lui disant de devenir comme eux. Tsubaki rit ensuite, disant qu'il va détruire ce monde imparfait et absorbe toute la brume libérée du corps de Law. Il utilise le pouvoir qu'il a tiré de la brume et fait pleuvoir des lames magiques rouges sur toute la ville en riant comme un fou. Kuro s'approche de lui, déterminé à tout résoudre par la discussion. Tsubaki pointe ses épées vers lui, mais il les dévie et touche son épaule. Tsubaki le poignarde avec ses épées magiques, mais Kuro ne lâche pas. Il veut parler des mauvaises choses qu'il a faites et des mauvaises choses que Tsubaki fait maintenant. Tsubaki est déconcerté par sa détermination et lui demande pourquoi leur créateur n'a pas parlé de son existence aux 7 frères et sœurs, même à ses derniers instants. Il attaque Kuro, lui coupe le bras et est sur le point de l'achever quand Mihiru arrive et bloque son épée. Tsubaki éjecte l'une des lames perçant Kuro et elle tranche le visage de Mihiru. Kuro est furieux de cela, et alors que Tsubaki essaie d'attaquer son maître à nouveau, il se transforme en lion noir géant, détruisant le bâtiment au passage. Tsubaki continue d'attaquer Kuro avec ses lames rouges, et il les dévie simplement. Kuro le piétine ensuite, et alors que Tsubaki rit, en lui demandant s'il a tué leur créateur comme ça aussi, il commence à céder à sa rage. Mihiru lui dit de ne tuer Tsubaki à aucun prix, et il voit une chance dans cette situation. Il contrôle son épée et l'envoie vers Mihiru, mais de nulle part Sakuya apparaît devant lui et se fait poignarder par l'épée pour protéger son ami. Il dit à Mihiru qu'il n'a pas pu choisir son camp jusqu'à la fin et Tsubaki se contente de rire de lui. Kuro veut le tuer à coup sûr cette fois, mais Mihiru l'arrête une fois de plus. Il se tient entre Kuro et Tsubaki et soudain le corps de Tsubaki commence à résonner avec lui. Une brèche s'ouvre dans son cœur et en réponse à cela, le balai de Mihiru se transforme en clé. Il plonge la clé dans le cœur de Tsubaki parce que c'est la chose simple et logique à faire et il ouvre la porte à des souvenirs interdits. Mihiru saisit l'histoire de la vie de Tsubaki, de la mort de ses parents à sa renaissance en tant que vampire et sans doute d'être accepté par ses frères et sœurs aînés. Il respectait et adorait son créateur et fut dévasté quand Kuro le tua. Il perdit la tête ce jour-là, sauva tous ceux qu'il put du bord de la mort et les transforma en ses sbires. Mihiru comprend la raison de ses actions maintenant, mais Tsubaki le repère dans ses souvenirs et l'attaque. Il sort sans des souvenirs, à ce moment-là, Kuro empêche l'attaque de Tsubaki d'atteindre Mihiru. Mihiru nourrit Kuro de son sang, lui donnant un regain de puissance, et il charge Tsubaki tout en déviant ses lames rouges.
Et puis, au lieu d'attaquer Tsubaki, Maharu le serre simplement dans ses bras. Tsubaki, incapable de comprendre, perd sa raison de se battre, suivi par la disparition de ses lames rouges. Quelques instants plus tard, Michiru rejoint ses amis au centre d'évacuation, tandis que Tsubaki soigne Sakuya blessé grâce à son pouvoir sur le toit d'un bâtiment proche. Il demande à Sakuya d'écouter sa dernière requête, dire à tous les sbires de l'oublier et de vivre leur vie librement. Il lui offre un sourire, expliquant qu'il a des affaires personnelles à régler. Peu après, chacun reprend le cours de sa vie normale. Tetsu retourne travailler à son auberge, Licht se remet de ses blessures, Mizona a des réunions avec son père, les sbires de Tsubaki sont en prison à C3 et Michiru est de retour à l'école, menant une vie simple avec son ami vampire.